Bonjour à tous, et merci beaucoup aux organisateurs pour m'avoir proposé de présenter un sujet, une thématique toujours très intéressante et qui a l'avantage d'être assez multidisciplinaire en cardiologie. Alors c'est toujours un peu angoissant de présenter devant un de mes maîtres qui m'a permis effectivement de partir à la Mayo Clinique pour travailler sur ce sujet, qui est le professeur Jean-François Vérinos. Alors, le prolapsus valvulaire mitral, pour un petit peu introduire la problématique pour ceux qui la connaissent moins, c'est une des valvulopathies mitrales en fait la plus fréquente dans les pays occidentaux, qui peut concerner 2 à 3% de la population générale. Sa définition est échocardiographique et très simple. En fait, elle correspond à un déplacement systolique d'un ou des deux feuillets de la valve mitrale de plus de 2 mm sous le plan de l'anneau. Alors, si on s'intéresse un petit peu à l'épidémiologie de la mort subite dans cette pathologie, en fait, on est un peu triste de ne pas connaître vraiment le taux réel d'incidence de mort subite, qui est probablement très très faible, moins d'1% par an, peut-être même 0,4% par an. On se base sur ça, sur des registres qui sont des registres communautaires, notamment aux États-Unis, qui va retrouver un taux de prévalence de 4%. Et dans le registre italien, qui est un registre italien de mort subite de patients de moins de 40 ans, donc des sujets jeunes, cette prévalence est un petit peu plus importante et atteint le taux de 7%. Alors, quand on parle de prolapsus, il faut savoir que c'est une grande famille hétérogène de pathologies. Avant de pouvoir parler de mort subite, il faut savoir à quel prolapsus on s'intéresse. Il existe des prolapsus syndromiques, notamment la maladie de Marfan, dont jusqu'à 70% des patients à 60 ans vont être atteints de cette pathologie, comme la pathologie également d'Ehlers dans l'os. On ne parlera pas de ça puisque le pronostic de mort subite est plutôt à l'aorte dans cette pathologie. Et dans les PVM non syndromiques, vous avez plusieurs types de phénotypes, notamment un des plus prévalents, qui est la maladie de Barlow, c'est auquel on va s'intéresser, qui concerne surtout des patients jeunes qui présentent une dystrophie valvulaire assez diffuse, avec des valves épaisses, une dilatation de l'anneau mitral et une disjonction annulaire que je vais vous montrer après. Il existe aussi une forme dysplasique, une fibrodysplasie, une dégénérescence fibroélastique, qui atteint plutôt des sujets plus âgés, des hommes, avec des valves qui sont beaucoup plus translucides, et les patients sont souvent opérés pour des ruptures de cordage. Et vous avez également un phénotype de type Filamina qui correspond en fait à une mutation liée à l'X sur XQ28 qui présente le même phénotype que le Barlow mais avec une restriction valvulaire en diastole. Alors, quand on parle également de prolapsus, on parle également de prolapsus en fonction de sa fuite. Dans le cas d'IM sévère, et c'est un sujet que je ne traiterai pas là, finalement vous allez vous retrouver avec un prolapsus qui fuit et qui va présenter exactement les mêmes complications et les mêmes évolutivités que les autres IM sévères. Et quand on parle en fait de prolapsus non fuyant, finalement le pronostic global de ces patients est plutôt bon et va dépendre d'un certain nombre de caractères concernant son évolution et l'émergence de complications. Notamment l'apparition d'une dysfonction ventriculaire gauche, une dilatation de l'oreille gauche, l'apparition de fibrillation atriale, d'insuffisance cardiaque et chez les patients âgés bien évidemment. Alors, quand on essaie de stratifier les facteurs de risque dans cette pathologie, en fait, on peut faire la synthèse grâce à cette revue de la littérature. En fait, il faut l'axer sur 3 points principaux. Vous avez un point phénotypique clinique. En général, ça concerne des gens plutôt jeunes, des femmes jeunes. Vous avez un prolapsus qui est de type Barlow, donc une atteinte myxoïde très importante, en fait, avec une atteinte bivalvulaire, des valves très redondantes et la présence d'une disjonction annulaire. Et puis l'autre phénotype concerne également la partie rythmique avec l'apparition d'extrasystoles ventriculaires assez spécifiques que je vous montrerai. Et puis l'apparition également de fibrose à l'IRM cardiaque dans des localisations précises qu'on va revoir. Alors concernant le phénotype, effectivement, ça représente plutôt, les morts subites touchent plutôt des sujets jeunes, volontiers des femmes, qui présentent une histoire familiale de mort subite, qui sont symptomatiques avant l'événement initial de fibrillation ventriculaire, avec notamment des syncopes pré-arrêt cardiaque, même chez les patients qui sont traités sous antiarythmiques pour une extrasystolie ventriculaire. Le phénotype échocardiographique, c'est celui-là, donc c'est une valve redondante, une atteinte bivalvulaire, en général un prolapsus assez profond, qui marque une atteinte myxoïde importante de l'appareil valvulaire, et puis la présence d'une disjonction annulaire, comme vous le voyez sur l'image d'en bas à gauche. Concernant les extrasystoles ventriculaires, comme je vous disais, on assiste à une hyperextrasystolie ventriculaire assez spécifique dans cette pathologie, des extrasystoles qui viennent surtout de l'appareil valvulaire mitral, que ce soit du pilier mitral postéromédian, du pilier mitral antérolatéral, mais également de l'anneau mitral antérieur et postérieur. Et comme souvent chez les sujets jeunes, vous pouvez voir également des extrasystoles qui viennent de la chambre de chasse des ventricules. Concernant la fibrose, elle a été corrélée directement à l'apparition d'arythmies ventriculaires,
notamment lorsqu'elle est positionnée dans cette localisation assez spécifique, qui est la position inféro-latérobasale VG, et également au niveau des piliers mitraux. Alors, quand on a regardé les facteurs de risque cardiovasculaire, on se dit de mort subite, on se dit finalement c'est assez facile d'identifier les patients qui vont mourir. C'est finalement pas si facile que ça. Vous allez voir que c'est assez compliqué pour décrire les phénotypes très arides des patients qu'on va suivre, parce que finalement le caractère bivalvulaire il est présent chez pratiquement 50% de la population de patients atteints de prolapsus. La disjonction annulaire a été associée à la recrudescence d'arythmie ventriculaire, mais elle n'est pas directement associée à la survenue de mortalité par arythmie ventriculaire. Et en plus, elle est présente chez près d'un patient, un patient sur 3 qui sont porteurs de prolapsus valvulaires mitraux. Concernant l'hyperexstabilité ventriculaire, avoir un prolapsus et faire des extrasystoles ventriculaires, c'est très fréquent. Pratiquement tous les patients que vous allez voir avec des prolapsus ont des extrasystoles ventriculaires, voire des arythmies plus complexes. Jusqu'à 85% de ces patients présentent des extrasystoles ventriculaires et pratiquement la moitié des patients vont présenter plus de 5% d'extrasystoles ventriculaires lorsque vous réalisez des holters de 24 heures. Et sur la fibrose, elle est présente chez un tiers des patients lambda de la population de prolapsus à qui vous allez réaliser une IRM. Et en plus, cette fibrose est directement corrélée à l'apparition d'une sévérité de la fuite mitrale. Donc vous voyez que ce n'est pas si facile pour l'instant d'identifier les phénotypes à risque, ou en tout cas d'identifier avec certitude les patients qui sont à risque de mourir. Alors maintenant, est-ce qu'on peut essayer de voir ce qui se passe dans le sport et l'association avec cette pathologie? Je vais vous décevoir tout de suite, il n'existe quasiment aucune donnée dans la littérature entre l'association sport, contre-indication et prolapsus valvulaire mitral. Si on regarde un petit peu ce qui a été publié sur l'association mort subite et prolapsus, on se rend compte qu'en fait, la majorité des patients qui décèdent, ou en tout cas qui font un arrêt cardiaque, vont le faire dans un contexte de repos. Ça a été retrouvé dans cette étude, dans une méta-analyse de l'association prolapsus valvulaire mitral et mort subite, où la majorité des patients avaient une activité quotidienne normale ou étaient au repos. Et dans le travail qu'on avait fait également, on avait retrouvé ces mêmes données. Jusqu'à 63% des patients avaient présenté un arrêt cardiaque au repos ou sur une activité quotidienne vraiment tranquille. Par contre, ce qu'on avait noté, c'est qu'il y avait parfois un stress émotionnel, et ça on le retrouve, et notamment dans la genèse des arythmies ventriculaires. J'ai encore l'histoire, sans faire de pub, mais d'une patiente qui avait fait un arrêt cardiaque chez Leroy Merlin en entendant une plaque de placo tomber par terre qui l'avait effrayée. Donc ce contexte de stress émotionnel n'est pas à négliger parce qu'on l'a retrouvé à plusieurs reprises. Si on regarde un petit peu le rapport d'experts qui a été, le document de consensus qui a été édité récemment par la Société européenne de rythmologie sur l'expertise du prolapsus et le risque de mort subite, finalement sur l'effort, il n'y a pas grand-chose exactement calqué sur ce qu'on retrouve dans la littérature, et finalement les auteurs sont assez évasifs. Ils recommandent la réalisation d'une épreuve d'effort pour aller explorer l'association adrénergique entre la genèse d'arythmie et le sport, mais également le faire de façon systématique chez tous les patients que vous allez expertiser pour un risque rythmique et de mort subite, et plus généralement le faire à la reprise du sport pour évaluer le risque coronaire. Alors nous à Marseille, on avait fait travailler une étudiante sur justement l'épreuve d'effort réalisée chez des patients qui nous avaient été adressés pour une évaluation du risque rythmique dans le cadre d'un prolapsus valvulaire mitral. Et on se rend compte, en fait, de toute façon, on est sur des épreuves d'effort qui sont de faible niveau, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, mais que pratiquement 100% des patients qui présentaient des extrasystoles ventriculaires lors de l'effort présentaient des extrasystoles qui venaient du pilier mitral postérieur. Et il n'est pas négligeable quand même d'observer une recrudescence des arythmies ventriculaires assez importante, avec les phénomènes d'apparition doublée de TVNS à l'effort, et un certain forme de polymorphisme, puisqu'en médiane, on avait 2 morphologies différentes chez un même patient. On a observé, et ça n'avait jamais été décrit, 4 profils de réponse d'extrasystole ventriculaire à l'effort. Le premier profil, c'est tout simple, c'est des patients, vous les faites pédaler, il n'y a pas d'extrasystole ventriculaire. Le deuxième profil, ce sont des patients qui présentent des extrasystoles ventriculaires au tout début de l'effort, puis ces extrasystoles vont s'éteindre et elles vont réapparaître en récupération. On avait décrit le profil numéro 3, où en fait vous aviez des extrasystoles uniquement à l'acmé de l'effort à la charge maximale, et puis le profil numéro 4, où vous avez des patients qui avaient des extrasystoles
sur l'ensemble du tracé et notamment en charge maximale. Le profil majoritaire était celui du numéro 2, c'est-à-dire la présence d'extrasystole ventriculaire au début et en récupération, mais pas à charge maximale. Et on s'est amusé à regarder chez les patients qui avaient présenté un haut risque rythmique, c'est-à-dire des patients qui avaient fait un arrêt cardiaque récupéré ou qui avaient fait de la tachycardie ventriculaire non soutenue au holter ou soutenue, si leurs épreuves d'effort étaient un petit peu différentes. Et on a remarqué qu'en fait, elles avaient plus d'extrasystole ventriculaire à la charge maximale, plus fréquemment, et on assistait à une majoration en fait, de la charge en ESV chez des patients qui avaient préalablement, au début de l'effort, une extrasystolie ventriculaire qui était déjà présente. Ils avaient également plus de morphologie différente à l'épreuve d'effort, d'extrasystole ventriculaire, et pour vous montrer qu'à Marseille, il n'y a pas d'escroquerie, je vous mets en bas la comparaison de la charge sur l'épreuve d'effort lors de la réalisation des examens. Alors, juste pour vous montrer deux, trois exemples, c'est une patiente qu'on avait évaluée pour des palpitations non syncopales. À repos, elle décrivait également des palpitations à l'effort, 40 ans, un prolapsus valvulaire mitral complexe, c'est-à-dire qu'il y a l'ensemble du phénotype qui est censé être à risque, pas de dysfonction ventriculaire gauche, une IM modérée. Elle avait une disjonction annulaire à l'IRM, comme vous le voyez, et la présence de fibrose. Elle avait une charge en extrasystole ventriculaire qui était assez importante. Et vous voyez qu'elle a déjà dès le repos un bigile ventriculaire qui vient du pilier mitral postérieur. Vous la faites pédaler, ces extrasystoles ventriculaires disparaissent à la charge maximale et réapparaissent en récupération. Ça, c'est un profil classique que vous voyez très fréquemment chez les patients porteurs de prolapsus. Une autre patiente qui avait un petit peu le même profil, vous voyez qu'il y a une recrudescence pour une fréquence donnée de l'extrasystolie ventriculaire. Alors ça peut inquiéter quand on voit ce genre de choses, mais dans le cadre du prolapsus, c'est assez fréquent de voir ça sur les épreuves d'effort. À la charge maximale, ça disparaît, et en récupération active et passive, vous voyez réapparaître les extrasystoles ventriculaires de la même morphologie. Alors cette patiente qui était plus inquiétante, qui présentait donc un phénotype typique, mais qui avait une hyperstabilité ventriculaire très importante avec la présence de TV au holter, et on lui a implanté donc un moniteur de longue durée pour des syncopes qui, comme vous le voyez en bas à gauche, montre de la TV, mais également des débuts de départ de fibrillation ventriculaire. Et là, vous voyez son épreuve d'effort, donc avec une majoration de l'hyperextabilité ventriculaire polymorphe, la présence de run de tachycardie ventriculaire non soutenue, que ça soit à l'acmé de l'effort, en récupération active ou au début de l'épreuve d'effort. Donc un profil déjà beaucoup plus inquiétant. Et puis, pour être un petit peu réactionnaire, je vais vous montrer une patiente qu'on suit pour une mort subite récupérée, donc qui a un prolapsus valvulaire complexe, phénotypie à risque, qui a la présence de fibrose, une disjonction annulaire, et qui a donc été implanté à la suite d'un arrêt cardiaque récupéré d'un défibrillateur sous-cutané, qui a d'ailleurs 2 mois après refait un arrêt cardiaque dans sa douche, comme vous le voyez sur le tracé en haut à droite, avec un départ de fibrillation ventriculaire. Et voici son épreuve d'effort lorsqu'on l'a expertisé au tout début de sa première mort subite. Il n'y a quasiment aucune extrasystole ventriculaire à l'effort. Et cette épreuve d'effort est démaquillée. Donc vous voyez toute la complexité de l'évaluation de cette pathologie pour laquelle on est encore au tout début d'essayer de stratifier le risque et de comprendre, et notamment en relation avec l'effort, pour l'instant, nous sommes vraiment en manque de données robustes. Alors sur le document d'experts de consensus, les auteurs ont essayé un peu de débrouiller et de donner des pistes directives pour essayer de comprendre, et je crois qu'elle fait la part belle à l'utilisation des moniteurs implantables de longue durée. Et je crois que ça doit être un outil extrêmement utilisé dans cette pathologie dès lors que vos patients vont venir avec des symptômes d'effort et notamment avec des symptômes plus inquiétants qui sont des lipothymies ou des syncopes. Je crois qu'il est extrêmement important à partir du moment où vous avez évalué ces malades à l'aide de nos confrères rythmologues de discuter l'implantation de ce type de moniteur si vous voulez autoriser une activité sportive parce qu'il est souvent difficile de pouvoir reproduire la réalité dans l'effort, et vous le savez très bien, sur une épreuve d'effort. Voilà, donc en conclusion, des prolapsus, il y en a beaucoup, il faut savoir de quoi on parle, et chaque phénotype de prolapsus a une évolutivité qui lui est propre. Il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés, mais malheureusement, comme je vous l'ai montré, probablement que ça reste encore insuffisant pour avoir une certitude de discussion d'implantation de défibrillateurs en prévention primaire chez ces patients. On manque de données robustes sur le sport et l'association prolapsus valvulaire mitral et mort subite. Il reste encore à définir la place de l'épreuve d'effort, mais comme on le voit, leur réponse d'extrasystolie ventriculaire est assez hétérogène. Je crois qu'effectivement, le moniteur implantable est un outil extrêmement précieux
dans l'association sport, mort subite et prolapsus valvulaire mitral. N'hésitez pas à suivre de façon très très régulière, notamment l'utilisation de haltères chez ces malades. Et puis n'hésitez pas à solliciter l'ensemble des confrères qui peuvent être amenés à prendre en charge ce type de patient pour qu'il y ait une discussion collégiale autour de ces malades. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette excellente présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans l'Assemblée ? Moi, j'en ai une. En fait, quand tu as un prolapsus mitral, à qui tu réserves l'IRM cardiaque? À tous. Dès qu'il y a un prolapsus, oui. Quel que soit. Alors, il y a, à Marseille, on a un protocole, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous demande d'expertiser ces malades, effectivement, on réalise un protocole, un set d'examens qui sont très simples, hein, échographie cardiaque, holtère 24 heures, mais 12 dérivations, pour pouvoir avoir des traces de l'origine des extrasystoles ventriculaires, épreuve d'effort systématique, démaquillée, et IRM cardiaque. Ça, c'est le protocole systématique. Alors, je crois qu'avec le document de consensus, il est recommandé de réaliser une IRM cardiaque chez tous ces malades au moins une fois dans leur suivi. D'accord. Donc, en fait, depuis qu'on a développé ce concept qui était connu depuis longtemps de la disjonction annulaire mitrale, c'est vrai qu'on fait l'IRM plus facilement depuis quelques temps maintenant. Mais finalement, une fois que tu as l'IRM, tu as de la fibrose, que tu as un prolapsus, des ESV, tu sais que c'est des prolapsus plus ou moins à risque. Mais le conseil au niveau sportif il est assez limité quand même, parce que tu ne peux pas leur interdire. Moi, globalement, dans ma pratique quotidienne, j'autorise tous les sports à ces malades. Parce que je n'ai, de mon expérience, jamais vu d'arrêt cardiaque à l'effort chez ces malades. En général, c'est des patients jeunes, c'est des patients qui sont très demandeurs d'une activité physique. Et on essaye notamment, alors là où ça va poser un problème, c'est juguler les extrasystoles ventriculaires et leur permettre d'avoir une activité physique importante. Là, ça va être un souci. Il faut savoir que les bêta-bloquants ne fonctionnent absolument pas du tout dans la gestion des extrasystoles ventriculaires, le traitement des extrasystoles ventriculaires dans cette pathologie. Il a été prouvé dans les années 80 que ces patients ont une hyperadrénergie physiologique plus importante que la population générale. C'est vrai que les bêta-bloquants peuvent aider pour juguler une certaine partie des symptômes qui sont en lien avec le prolapsus. Notamment, c'est des patients qui décrivent souvent des sensations de dyspnée, des douleurs thoraciques, beaucoup de choses un peu hétérogènes. Mais par contre, pour les extrasystoles ventriculaires, il faut utiliser des antiarythmiques de classe 1. Ça a l'avantage d'être plus efficace et de ne pas limiter ces patients à l'effort. Oui. Excellente question. Sincèrement, j'autorise tout. Si jamais j'ai un doute et que je suis face à un prolapsus ou un phénotype complet que je pense être à risque et que je mets un ILR, je mets donc implante un moniteur de longue durée, j'autorise tout et grâce à la télésurveillance, ça nous permet d'adapter l'activité physique et c'est tout aussi l'avantage de ce type de monitoring. C'est que vous allez pouvoir faire en fait un suivi à la carte de ces malades. Et en fonction de ce qu'ils ont fait et de ce qu'on voit apparaître sur les tracés, on va limiter telle ou telle activité physique. Par exemple, je prends l'exemple d'une patiente que j'ai vue la semaine dernière, il y a 15 jours, qui a l'apparition d'une hyperextrabilité ventriculaire pour une fréquence seuil. C'est toujours à 135 par minute qu'apparaissent des runs de tachycardie ventriculaire non soutenus. Donc je l'ai mis sous antiarythmique de classe 1 et je lui ai demandé d'acheter un cardiofréquencemètre et de ne pas dépasser cette activité, en tout cas cette fréquence cardiaque. Et depuis, pour l'instant, on n'a pas de souci. Le plus souvent au repos, ou en tout cas sur une activité physique quotidienne, pas dans le cadre de l'effort. Pas dans le cadre de l'effort. Oui, Stéphane ? Alors, l'association disjonction annulaire et présence de fibrose est prouvée. Elle est directement corrélée. Maintenant, je pense qu'en fait, c'est un biais d'association. À mon avis, et ça reste que mon avis, je ne suis pas spécialiste de la mitrale, je pense qu'on pourrait poser cette question à Jean-François Virinos, c'est que la disjonction annulaire marque en fait, est un marqueur visuel d'une atteinte myxoïde extrêmement importante, en fait, et donc de la genèse du prolapsus valvulaire mitral. En général, la disjonction annulaire, plus elle est large, plus elle est importante, plus elle est associée à un prolapsus profond, plus elle est associée à une atteinte myxoïde importante. Donc je pense que c'est un biais d'association.
Alors, il y a une théorie mécanistique qui veut qu'effectivement, ces extrasystoles sont des activités déclenchées par les phénomènes de traction qui sont exercés par le pilier sur l'endocarde ventriculaire gauche. D'ailleurs, sur les séries autopsiques, sur les autopsies, on voit beaucoup de fibrose autour des piliers, là où finalement il y a eu du stretching en fait sur la paroi postérieure du ventricule gauche. Et à l'échographie, on le voit très très bien d'ailleurs, hein. Il y a un phénomène de curling, d'enroulement du ventricule gauche avec une traction très très importante. Alors on peut se dire qu'effectivement, l'augmentation de la fréquence cardiaque entraîne plus de traction. Dans la pratique, comme vous voyez sur les épreuves d'effort, la plupart des malades n'ont pas d'extrasystole ventriculaire à l'acmé de l'effort. On est un peu dans l'incertitude hein, autour de ça. Hein. Alors, il y a beaucoup de gens défendent l'idée d'aller opérer ces malades plus tôt. En tout cas, là, je ne parlerai pas de la fuite. Pour les extrasystoles ventriculaires, il n'y a pas de preuve à l'heure actuelle que de corriger ça corrige le risque rythmique. Les études sont discordantes, les études sont de faible niveau de preuve avec des séries de cas et non pas des grosses études randomisées. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de données sur le fait que la chirurgie puisse corriger ça. Des questions là? Oui. Oui. Alors, je vous le dis clairement, les VG sont dilatés, à mon avis, par l'extrasystole ventriculaire. N'en déplaise à ce grand monsieur qui est Maurice Enrique Sarano, qui n'était pas d'accord avec moi initialement, mais qui a changé d'avis, je crois, si vous confirmez, monsieur Averinos. Vous avez toujours, même pour des IM minimes ou triviales ou inexistantes, des VG dilatés dans cette pathologie, qui sont sûrement en lien avec l'extrasystolie ventriculaire. Notamment, on a assisté à j'ai une série de cas de patientes qui ont été enceintes, chez qui on est obligé d'arrêter les traitements, on voit apparaître une recrudescence des extrasystoles ventriculaires et on voit leur ventricule extrêmement se dilater jusqu'au terme de la grossesse, alors que la fuite ne bouge pas. Bon. Merci Jérôme, on va être obligé de passer à la présentation suivante.